Et bonjour à tous et bienvenue dans un épisode où on va parler de banque privée, de mini-banque privée, de l'avantage du Luxembourg, même quand on est résident fiscal français, pour ses investissements. On va parler également crédit lombard à avance, de produits structurés sur mesure et aussi de marchands de biens avec des projets qui sont financés entièrement sur fonds privés. Donc c'est vraiment un épisode un peu hors des sentiers battus, un peu en dehors de ce que j'ai déjà fait. Et je trouve intéressant d'accueillir du coup Bastien qui va nous présenter ses diverses activités sur le podcast. Donc il nous en parlera un peu plus en détail. Lui, son client cible, on va dire, c'est entre 250 000 euros de patrimoine et 5 millions. Ça fait large. Il y a des gens qui sont en dessous, il y a des gens qui sont au-dessus, un peu moins. Mais je trouvais très intéressant son approche dans le sens où voilà, il fait un peu office de mini banque privée, même si on n'a pas des millions et voir un peu tous les avantages qu'ont les riches avec leur patrimoine sans pour autant l'être de façon ostentatoire. Donc vraiment, c'est un plaisir d'avoir accueilli Bastien. On est en relation depuis pas mal de temps grâce à Michel notamment. Il était passé sur le podcast privé. On est passé chez lui quand il a fait des contenus avec notamment ce qu'il appelle le Leverage Club. Et c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Comme toujours avec les invités professionnels, on va dire, j'ai négocié avec vous des avantages. Donc, si vous prenez rendez-vous avec le code BabyPatron, vous avez une réduction de 500 euros sur ces frais, plus accès à plein d'outils d'analyse qu'ils proposent. Donc, n'hésitez pas, je vous mets un lien en description et puis dites que vous venez de ma part si jamais. Avant de démarrer, j'ai assez peu de choses à vous raconter pour la bonne et simple raison que je prends un tout petit peu d'avance parce que je m'envole pour la Chine ce soir et j'ai aucune idée de comment j'aurai accès à mes plateformes diverses pour poster les podcasts et notamment et puis le temps que j'aurai tout simplement lors de mon périple. Je serai sûrement sur la muraille de Chine le jour où vous écouterez ce podcast. On peut apparemment descendre en toboggan slash luge d'été. J'ai bien hâte d'aller en Chine, un nouveau pays, une nouvelle culture que je connais assez mal pour l'instant. Donc ça me fait bien plaisir, même si j'ai déjà été dans pas mal de pays d'Asie. Et d'ailleurs, on vous en reparlera, mais avec Michel, on a un projet de demander à la communauté. On va aller prospecter en Asie cet hiver. Et du coup, on a fait déjà un sondage sur Insta. Est-ce qu'on va en Thaïlande ou au Vietnam pour aller voir ce qui est possible de faire au niveau investissement immobilier? On a fait voter la communauté à l'heure actuelle, alors que j'ai publié la story il y a déjà pas mal de temps. Je suis à 49% pour la Thaïlande et 51% pour le Vietnam. Donc c'est très serré les votes. On va voir ce que ça donne une fois que la story sera finie. Mais on vous en parlera un peu plus en détail, voilà, quand le projet sera avancé. D'ailleurs, si vous avez des pistes dans les deux pays, n'hésitez pas à me contacter. Et petit point sur les associations, vous le savez très probablement, avec Michel, on est associé sur, je sais pas combien on a d'appartements ensemble, une bonne quinzaine en tout cas. Et on a plein de projets ensemble. Et c'est vrai que lui, il est au Canada, donc très souvent, on se contacte quasiment tous les jours sur les différents projets qu'on a ensemble. Mais souvent, c'est un peu trop orienté, on le sait tous les deux, hein, orienté justement dans les différents business. Et là, on vient de passer le week-end ensemble à Chamonix, dans un de ses apparts d'ailleurs. Et ça fait du bien d'avoir un peu du temps où on parle d'autre chose, où les idées elles ont plus de temps pour venir que juste un appel parfois de 5 minutes straight to the point comme ça. Voilà, faut qu'on règle ça, faut qu'on règle ci. Là, ça a fait du bien d'être vraiment. On a passé 2 jours ensemble, et donc c'était nickel. Et nul doute que ça portera ses fruits. Et puis après, là, quand on va partir en Asie tous les deux pour prospecter, là, on aura encore plus de temps et encore plus de projets. Voilà, je vous garde pas plus longtemps. On attaque directement avec Bastien. Donc sur l'épisode, on va parler, comme je vous l'ai dit, mini banque privée, produits structurés, assurance vie luxembourgeoise, les avantages quand on est résident français ou non résident. Plein de choses très intéressantes. On se retrouve de l'autre côté avec Bastien. Et bonjour, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on est avec Bastien et on va parler de sujets qu'on n'a jamais abordés dans le podcast, notamment de
mini banques privées, enfin des banques privées, si vous avez pas encore, la Bugatti dans le garage. On va parler aussi de sourcing de biens pour du marchand, de tout un peu le côté, enfin vraiment que des sujets qu'on n'a pas encore abordés. Ben, Bastien, je te laisse te présenter, rapidement et puis après on va dérouler, sur ce qu'il est possible d'avoir quand on n'a pas encore, le salaire d'un joueur de foot. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Ça va arriver. Bah, bonjour à tous. Merci beaucoup, Thibaut, de me recevoir sur le podcast, sur l'émission. Bonjour à tes auditeurs. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui. Donc, pour te parler rapidement de mon parcours, donc je suis passé par l'université, une partie de mes études à l'étranger, donc aux États-Unis, en finance de marché, finance d'entreprise. Je fais un master en gestion de patrimoine en alternance quand je rentre en France. Et puis je passe par l'EM Lyon, donc une école de commerce qu'on peut qualifier d'école prestigieuse en France et en Europe. Bon, toujours est-il que je me sers de cette école pour rejoindre l'incubateur et mon propre cabinet, puisque je travaillais avant donc en tant que mandataire dans un cabinet, même dans plusieurs cabinets sur Paris. Et puis j'ai fait le choix de créer ma propre structure là, donc Leverage Gestion Privée, qui appartient à une holding qui pilote mes différentes activités. Mais en tout cas, la partie que je pilote aujourd'hui, que je dirige, c'est Leverage Gestion Privée. Et donc avec laquelle aujourd'hui là depuis 2 ans, on a accompagné un petit peu plus de 300 investisseurs. Donc on est enregistré auprès de l'Orias, qui enregistre du coup les professionnels du conseil en investissement. Et puis on travaille avec certains partenaires donc référencés, agréés auprès de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et puis la CPR, donc Banque de France. OK, Voilà un petit peu pour te faire le topo sur trop bien, la situation à l'heure trop bien. actuelle. Et donc on va parler, tu fais du conseil en investissement, toi, on peut le dire, du coup, hein, vu que tu as tous les agréments, en mode petite banque privée. On va aussi parler de prêt lombard, Oui, d'avance sur titre, des choses qu'on n'a pas l'habitude trop de parler. Et puis après, on fera des petits, 1 ou 2 petits exemples sur, sur voilà, si, donc toi, ce que tu m'as dit et tu vas me confirmer, je pense, quand on l'a fait en off, c'est, ta cible, c'est les gens à partir de 250 000 € de patrimoine net jusqu'à à peu près 5 millions. C'est ça à peu près oui, la cible des clients, donc voilà. Là où les banques privées, c'est quand même plusieurs millions en général. c'est ça. Bah, peut-être on peut commencer par ça, vu que tous mes auditeurs sont déterminés, mais n'ont pas tous des millions encore, de patrimoine net. Tu peux nous dire peut-être qu'est-ce que ça apporte en fait une banque privée? On en entend, c'est un peu comme les biens off market, tu sais, c'est des trucs, tu en entends, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement? Est-ce que du coup ça a un intérêt, réel? Oui, OK, ouais, complètement. Alors effectivement, c'est que les investisseurs, pour qui c'est vraiment pertinent, et rentable qu'on travaille ensemble, effectivement, c'est des patrimoines entre, généralement, on va dire 250 000 et 5 millions. Après ça, voilà, ça m'arrive de travailler avec des personnes qui n'y sont pas encore, mais qui s'en rapprochent ou qui ont le potentiel de s'en rapprocher. Vraiment, en fait, l'idée, c'est de réfléchir, si on peut, vraiment apporter de la plus-value à un investisseur. Du coup, pour répondre à ta question sur la partie, banque privée, c'est dans la partie banque privée ou family office ou gestion privée, hein, qui sont la partie, cabinet en gestion de patrimoine, haut de gamme, quelque part. L'idée, c'est de pouvoir apporter des services et un conseil, en tout cas apporter des solutions qui sont, pas forcément, mass market, donc qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Soit parce qu'elles sont pas connues, soit parce qu'elles sont accessibles à partir d'un ticket d'entrée, qui est, assez élevé. Donc tu vois, par exemple, tout ce qui peut être, par exemple, crédit lombard, c'est un mécanisme qui est accessible à partir quand même de tickets, d'investissement assez élevés. On peut s'en passer avec des alternatives comme l'avance sur achat, effectivement, l'avance sur titre dont tu parlais, mais le crédit lombard, par exemple, va être, capé à partir d'un certain montant d'investissement. Enfin, en tout cas, va être conditionné, pardon, à un montant d'investissement minimum assez important. Pareil pour tout ce qui va être, placement au Luxembourg, si on veut tirer pleinement avantage des placements au Luxembourg. La grosse différence sinon avec une banque privée, l'ADN en tout cas d'une banque privée, c'est qu'à la différence par exemple d'une banque d'État, une banque traditionnelle chez laquelle on peut être client, c'est qu'une pure banque privée, généralement, elle va pas faire office de moyen de paiement. Tu vois, par exemple, Swiss Life banque privée, tu en as d'autres, hein, mais qui n'ont pas de carte de paiement. Et donc c'est vraiment de la pure banque spécialisée investissement où, on va être, en face d'ingénieurs patrimoniaux dont le métier,
En fait, c'est vraiment de trouver des solutions et ensuite d'appliquer un prix. Mais souvent, en fait, ça va être quand on commence à être plus attentif à la solution qu'on cherche plutôt qu'au prix qu'on met dessus. Donc on a vraiment une approche retour sur investissement. Ça peut être, je sais pas, tu vois, des problématiques, qu'on a pu traiter avec les investisseurs, du refinancement de comptes courants d'associés avec une prise d'hypothèque sur, des biens immobiliers déjà financés. Donc pour générer de la trésorerie pour un investisseur, ça peut être, aller, je sais pas, prendre, des hypothèques sur des biens déjà détenus pour avoir du financement pour repartir sur des nouvelles opérations. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc je dirais que c'est, voilà, avoir accès à des solutions ou des stratégies qui sont pas, forcément connues du grand public ou en tout cas, pas forcément accessibles, parce qu'elles nécessitent d'avoir souvent un certain niveau de capital ou de patrimoine. Et est-ce que vous faites des prêts in fine? C'est un peu, tu sais, le saint graal là, enfin, dont tout le monde parle, même si, forcément ça a des inconvénients. Mais est-ce que vous faites aussi ça, des prêts in fine, dans l'immobilier, par exemple? Ça existe? Alors ça oui, ça existe. En fait, ça peut exister, typiquement pour des marchands de biens notamment Oui. et alors nous, on en fait, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que enfin, en fait, on peut en faire des 2 côtés, mais moi, je source avec certains de mes partenaires, des marchands de biens, donc des projets marchands de biens et donc on va leur proposer de se porter, financeurs de leurs projets et effectivement donc projets sur lesquels eux n'ont pas d'intérêt à nous donner et ils nous remboursent une fois que le projet est arrivé à échéance. Donc lorsque le projet a OK, été revendu à un acquéreur, à ce moment-là, OK. eux Donc nous c'est vous qui remboursent. faites la banque un peu? Voilà, c'est Exactement, c'est ça. C'est alors OK. c'est super intéressant côté porteur de projet et côté investisseur. On pourra Yes, rentrer dans parce le que détail, avec tant que grand tu rentres plaisir. pas d'argent, tant que tu rentres pas d'argent, tu pas envie d'en sortir. Ah, OK. c'est complètement. Du coup, tu parlais un peu, des produits structurés aussi, d'avoir accès, c'est quoi? Aux assurances vie au Luxembourg? C'est aux assurances vie qui sont intéressantes, non? C'est ça, tout à De Ouais. oui. Ah pardon, je sais pas si vous voulez, Non, non, ouais, tu peux nous en dire plus? Moi, de ce que je sais, c'est une histoire de capitaux garantis, si je dis pas de bêtises, mais j'avoue que moi, beaucoup de mon épargne oui, est partie dans l'immobilier, donc j'ai pas de banque privée, oui, ni de gestionnaire oui. qui s'occupe de moi, donc dis-moi en plus, quel est l'intérêt? Oui, alors sur la partie produits structurés, alors juste pour désamorcer un petit peu, parce que moi de base, au tout début, j'avais vraiment une très, très mauvaise image des produits structurés. Parce que bon, bah, c'est un rendement qui est capé malgré tout et que c'est, souvent des produits dans lesquels tu peux avoir effectivement beaucoup de frais. Et donc c'est vrai que de prime abord, voilà, on peut se dire: «Ah punaise, c'est pas un placement terrible». Maintenant, j'ai découvert qu'on avait la possibilité, bon ça j'ai découvert il y a un petit moment, hein, déjà, là, il y a 1 an environ, qu'on peut faire du structuré sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut contacter, directement, un structureur ou une banque privée et leur dire: «Bah, voilà, moi j'ai une enveloppe de, Heu, généralement, les tickets d'entrée, ça va être 500 000 € à 1 000 000 €, et dire: «Voilà, bah, j'ai ce montant de capital-là», qui n'est pas placé par un investisseur. On peut avoir, 20 personnes qui mettent, par exemple 50 000 €, c'est OK, tu vois? Et donc on leur dit: «Voilà, j'aimerais connaître, les conditions que vous pouvez me donner sur telle action, sur tel secteur. Voilà, moi j'aimerais distribuer 8, 9, 10% par an à mes investisseurs avec, des coupons rémunérés de manière trimestrielle». C'est une forme de catégorie de produits structurés. Voilà, quelles peuvent être les conditions que vous me donnez sur telle ou telle action ou tel secteur? Pour avoir des produits structurés sur des paniers d'actions, ou alors sur des actions en direct sur du titre vif. Ça, c'est ça dépend. Hem, L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, comment dire? Avoir du rendement fixe et dans la structure actuelle des marchés, tu sais, on en avait un petit peu parlé, mais là, on est malgré tout sur des niveaux de valorisation qui sont, assez élevés. Je sais pas si je peux éventuellement, je pourrais partager des sources, tu vois? Ou là, à Ouais, bien l'écran sûr, tu dans peux tous me les les en soit ouais, tu me les montres ou soit on les commente. La plupart des gens, ils écoutent en audio, donc OK, il faudra que tu les ça commentes. Mais OK, en ça gros, va. oui, Bah, il y a après les multiples, les price to book ratio qui sont bien connus. Ils sont assez, exactement. ils sont assez élevés, donc c'est-à-dire qu'on paye une société plusieurs fois, je pense qu'aux États-Unis, on est aux alentours de 5 fois sa valeur comptable. Donc Ouais, c'est ça. Il y a ces ratios-là. Bah, après, si je peux partager l'écran, tu me dis et bon, effectivement, je peux les commenter si, du coup, la plupart des OK. personnes écoutent en audio. Hem, alors, est-ce que tu vois l'écran Simply Wall Street US Market? Yes. OK, super. Donc
Effectivement, là, on parlait des price to book. Sinon, un ratio que j'aime bien regarder, c'est les price to earnings. Donc là, le site, c'est Simply Wall Street, et donc on est dans la partie Discover Market, où on a justement pas mal de ratios de valorisation qui sont partagés sur les industries. Donc là, on est sur le marché US. Et tu vois qu'on peut aller après regarder donc du coup la partie valuation ici en fonction des différentes industries. Tu vois, sur la partie tech, on a 49 fois. Donc là, c'est-à-dire que Donc les en price to moyenne dans le earning, là titre. on regarde les price to earning, combien de fois les bénéfices on paye les sociétés. Donc c'est un peu comme en... Sauf que en IMO on parle en pourcents, donc si tu as 10%, Oui, et ben nous ça ferait un price to earning de 10. Si tu as 3%, ça ferait un price to earning de 33. En gros c'est c'est ça, ça. exactement. Et donc, en fait, ça donne souvent un bon indicateur du niveau de À quel point ça spéculation. chauffe. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça donne un niveau de spéculation sur une industrie ou un marché. Et donc, bah, historiquement, les entreprises technologiques ou tu vois les secteurs dans l'innovation, on est prêt à acheter assez cher une entreprise par rapport aux bénéfices qu'elle génère parce qu'on est souvent confiant sur son évolution à l'avenir. Donc, tu vois, des boîtes comme Tesla, Amazon, Nvidia, on est prêt à les acheter très cher par rapport à leurs bénéfices parce qu'on se dit, bon, on se projette. L'entreprise innove tellement que dans 3, 4, 5, 10 ans, bah, en Son fait, elle fera. bénéfice, il va faire x5. Là où dans l'immobilier, ton loyer, il peut augmenter de 10%, mais il peut pas, il va jamais faire Exact. x5. Et c'est Donc, exactement. Et d'ailleurs, je suis à peu près sûr, tu vois, que là, ici, si on regarde, voilà, tu vois, bah, malgré tout, le secteur real estate aux US, tu vois, il est quand même fortement valorisant. On a 48 48. fois. Ouais. Ouais. Et donc, ça, c'est un bon indicateur de la surchauffe d'un marché. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, on est sur des ratios price earnings en moyenne sur l'industrie américaine, où là, on est à 30,4, ce qui est historiquement quasiment un des niveaux les plus hauts. Alors, à part la période post-Covid. Sur la période Mm. post-Covid, je peux Et te là, les par bénéfices avaient beaucoup baissé aussi, hein, oui, parce que les bénéfices avaient ouais, les forcément, dans le bénéfices avaient price to book, tu as le cours de l'action et tu as les price earnings et tu as les earnings tout simplement, quoi. Donc, si une société, si tout est fermé, elle va faire moins de bénéfices en général. c'est ça. Et alors en plus, il y a eu un effet ciseau en post-Covid parce qu'on a eu à la fois de l'impression monétaire massive. Là, tu vois, ce que je te partage à l'écran, c'est le bilan de la Banque centrale américaine qui est passé Bien de connu. 4 000 milliards en 2020 à 9 000 milliards en 2022. Donc on a imprimé 5 000 milliards de dollars qu'on a injectés dans l'économie, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a eu le concept d'économie sous perfusion. Je pense que ça parle à pas mal d'investisseurs. Mm. Bon, on a eu effectivement, comme tu disais, d'un côté, bah, comment dire, une économie qui se freinait, et puis de l'autre, de l'impression monétaire. Donc forcément, des bénéfices qui baissent, mais des marchés qui montent. Et voilà, donc la dernière fois qu'on a eu des niveaux comme ça, bon, voilà, post-Covid, c'était un peu dérégulé, Voilà. mais là, on est quand même sur des niveaux de très haute valorisation. Donc c'est vrai que par rapport à ça, les produits structurés prennent du sens parce que ça permet d'apporter du rendement fixe dans un marché qui est déjà bien pricé, à condition d'en sélectionner des bons et dans lesquels on met pas trop de frais. C'est pour ça que si tu fais un cahier des charges fait maison, c'est mieux que si tu en prends un par défaut d'un partenaire qui va t'allumer, sur les frais. Et donc de manière générale, nous d'ailleurs avec le cabinet, c'est vrai qu'on a là en ce moment, on est plutôt sur des produits un peu décorrélés du marché action, donc l'immobilier, comme ce que vous faites du coup, donc voilà avec Michel. Hem et beaucoup de marchands de biens aussi, alors quand on se met côté Yes. prêteur quoi. Côté prêteur, voilà. Ok. Trop, trop intéressant. Et du coup, le Luxembourg, l'avantage, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y aller? Luxem Alors tu as plusieurs intérêts pour être au Luxembourg. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut rentrer très facilement avec des banques en ligne au Luxembourg, et en Suisse d'ailleurs aussi. Il y a pas mal d'investisseurs, je pense que de toute façon, ça doit être aussi peut-être des questions qui vous sont posées de temps en temps, de dire: «Bah, comment on sécurise son patrimoine?» En France, on Mhm. a, cette crainte un petit peu, voilà, sur les Que les l'État se les serve sur les comptes. exact, c'est ça. Yes. Quand on voit le report de l'âge légal, de départ De à la la retraite. retraite, quand on voit des jours fériés qui sont supprimés, on se dit: «Punaise». Bon, après ça, chacun a son avis dessus, mais on se dit: «Bon, on creuse, on creuse, on creuse. Quand on aura un âge de départ à la retraite de 80 ans et plus de jours fériés, qu'est-ce qu'on va creuser, quoi?» Bah, peut-être, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui disent: «Bon, comment je protège mon capital?» Ouais, c'est très simple d'ouvrir des comptes dans des banques en ligne à l'étranger. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui utilisent You, par exemple, YUH en Suisse. Moi, j'ai pas spécialement d'avis sur ça. Je trouve que bon, moi, je suis même pas certain que ça protège tant que ça. En tout cas, ça sur des montants faibles, on n'a pas du tout accès, Au meilleur produit. aux vrais avantages que ça ouvre. Donc, bon, après, je suis pas fermé, je suis pas contre, hein. Ça permet d'avoir d'autres devises, notamment en Suisse. Franc suisse est très, très fort d'ailleurs. Hem
Mais voilà, bon, en tout cas, c'est assez simple d'ouvrir des comptes banque en ligne à l'étranger. Maintenant, le Luxembourg, le gros intérêt, quand on y est, il y a des raisons vraiment purement sécurité de l'épargne, il y a des raisons purement fiscales. D'un point de vue sécurité de l'épargne, t'as plusieurs avantages. C'est que donc tu as ce qu'on appelle le super privilège des épargnants. Donc en gros, t'as pas là-bas, t'as pas la loi des 70 à 100 000 euros, tu sais, sur la garantie des dépôts que tu peux avoir en Mm. France, donc qui s'élève entre 70 et 100 000 euros par organisme bancaire, qui peut accessoirement, En cas voilà, de faillite. En cas de faillite de voilà, l'organisme. c'est ça. Bon, qui peut en soi être remis en question très rapidement. Quand on voit qu'on a des lois qui peuvent être votées sans trop, Oui, bien sûr. Et enfin, puis après, on le sait très bien, c'est que si une grosse banque ferme, elle aura jamais les, elle aura jamais le les montant fonds pour. assuré. Oui, Enfin, pour une banque, ça passe, mais pour si c'est une très grosse, ça va être très compliqué de rembourser tout le monde. clairement, Ok. Il c'est ça. Donc voilà, du coup, t'as pas ce sujet-là au Luxembourg, et tu as ce qu'on appelle en n'y a fait pas de tout le. plafond. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de Voilà, plafond de 70 ou 100 000 euros. Ok. c'est ça. Et du coup, parce que tu as ce qu'on appelle le triangle de sécurité au Luxembourg, où tu vas avoir du coup trois entités qui vont se porter, on va dire, garant de la protection du capital. Donc tu as une compagnie d'assurance, une banque dépositaire des fonds et un commissaire aux comptes. C'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité au Luxembourg, qui te permet d'avoir donc ce qu'on appelle le super privilège des épargnants. Donc vraiment, voilà, une protection intégrale de l'épargne hébergée au Luxembourg. En tout cas, sur des Ok. enveloppes type contrat d'assurance vie luxembourgeois, contrat de capitalisation luxembourgeois. Euh, et d'un point de vue fiscal, c'est intéressant pour des personnes qui peuvent être expatriées. C'est peut-être le cas d'ailleurs de certaines personnes dans ton audience. Euh, D'un point de vue fiscal, le Luxembourg va fonctionner ce qu'on appelle en neutralité fiscale. Donc, où que tu sois dans le monde, voilà, après, je peux aller creuser sur des pays trop farfelus, mais Mm. grosso modo, dans des pays qui sont sur liste blanche, quoi, tu vois, Mm. tu vas avoir la fiscalité de ton pays de résidence fiscale qui va s'appliquer sur tes placements détenus au Luxembourg. Donc, par exemple, si tu as un investisseur qui est à Dubaï ou à Maurice ou en Thaïlande, c'est la fiscalité émirati, mauricienne, thaïlandaise qui va s'appliquer sur le contrat. Et, euh, et ça, c'est quand même un point positif, tu vois, parce que c'est pour un expatrié. Pour un Français, du coup, c'est la fiscalité du contrat d'assurance vie français qui s'appliquera sur un contrat luxembourgeois, quoi. Ok. Donc, tu as Ça ces deux rajoute avantages. pas une couche de fiscalité comme on pourrait l'avoir dans d'autres pays. Ou des retenues à la Non, source ou des choses comme ça. C'est ça aussi, non? c'est ça, voilà. Donc là, en fait, pour le coup, c'est vraiment la fiscalité qui s'applique, c'est celle de ton pays de résidence fiscale sur Ok. voilà, ton placement détenu au Luxembourg. Ça, c'est bien. Donc, tu as vraiment ces deux gros avantages. Tu vois, le triangle de sécurité, super privilège des épargnants. Et puis, neutralité fiscale, qui est un point quand même assez apprécié des investisseurs expatriés. Ok. Mais si vous habitez en France, ça vous empêchera pas de payer vos impôts en France, d'avoir des assurances C'est vie au ça. Luxembourg. Moi, souvent, ce que je dis aux investisseurs résidents fiscaux en France qui veulent se mettre au Luxembourg, c'est que s'ils le font, c'est pour des raisons purement protection d'épargne. C'est pas pour des raisons Ok. fiscales. Après, s'ils ont des velléités d'expatriation fiscale, pourquoi pas. Ok. Et tu peux nous dire un peu les questions, tu sais, en gros, il y a un client un peu lambda, peut-être qui aurait jamais fait appel à un cabinet comme le tien. C'est quoi Oui. les questions de base qu'il va poser? C'est genre, je veux payer moins d'impôts ou, enfin, tu vois, comme on pourrait l'avoir, un peu la caricature, c'est le Pinel, quelqu'un qui va acheter 4 fois le prix du marché pour payer 30 000 balles d'impôts en moins. Donc, Ouais. ouais. C'est quoi un peu les questions, genre, qu'est-ce que tu peux pas faire, mais qui revient tout le temps, tu vois? Ouais. Bon, ça me fait plaisir. J'ai l'impression qu'on a le même avis sur le Pinel. Donc, moi, j'ai l'impression que de toute façon, ouais, quand même, on est quand même pas mal de personnes alignées à pas forcément Mm. être fan du Pinel. Alors la fiscalité, c'est effectivement un point de souffrance de beaucoup de personnes. Malgré tout, comment dire? Je pense que c'est surtout un point sur lequel les réseaux de mandataires, les cabinets de gestion de patrimoine traditionnels, qui pullulent un peu sur le marché, c'est beaucoup leur angle d'attaque. Tu vois? Tu parlais de Pinel. Ouais, on parle aussi beaucoup d'épargne retraite, de jardins industriels, de GFI, voilà. Tous les placements, tout est bon, tu vois, dans la défisc. Donc bon, mais après, je trouve que, bah, nous, en tout cas, pour la
plupart des investisseurs qui nous contactent, il y a effectivement des questions d'ordre fiscal, mais plutôt pour savoir comment j'optimise la fiscalité des nouveaux revenus générés, tu vois? C'est pas OK. forcément toujours le sujet de se dire, voilà, je paye 6 000 € d'impôts, comment je les optimise à tout prix, tu vois? Il y a déjà aussi cette notion de de vision globale du patrimoine et des revenus, de se dire: «Bon, je gagne, par exemple 50 000 € par an, je paye 6 000 € d'impôts». Mon but, c'est pas de passer de 6 000 à 0, c'est de dire comment je passe de 50 à 60 et à 65 à 70 et optimiser à la marge mes nouveaux revenus générés. Comme ce que vous pouvez être amené à faire d'ailleurs avec des investisseurs que vous conseillez sur de Mmh. l'immobilier en faisant, par exemple, en exploitant la niche LMNP ou en Mmh. exploitant, du marchand de biens, par exemple. Et où là, on réfléchit à se dire: «Comment je crée nettement plus de valeur, plutôt que Mmh. comment je paye moins d'impôts?» C'est vrai que la OK. partie fiscalité, elle revient plutôt dans l'aspect, comment j'optimise la fiscalité des nouveaux revenus générés. Et OK. d'ailleurs, ça se comprend assez bien, c'est beaucoup plus simple de il y a un côté où on tend vers plus infini et l'autre où on Mmh. tend vers zéro, Voilà, quoi. C'est le cas de c'est je ça. paye 6 000 balles d'impôts, je veux tendre à zéro, bah, j'aurais gagné 6 000 € au plus, Mmh. alors qu'un projet immobilier, qu'on peut faire avec vous ou un projet marchand, bah, on peut tendre à beaucoup plus, quoi. Mmh. Donc la fiscalité, ouais, ça vient plutôt dans ce sens-là. Non, souvent, c'est plutôt des questions, il y a beaucoup d'investisseurs, malgré tout, pour qui je me rends compte, voilà, vraiment où c'est de se dire: «Je» il y a une crainte que je vois vraiment sur l'épargne, la souveraineté de son épargne. Il y a une crainte beaucoup sur, et ça, je le vois d'ailleurs, c'est vraiment frappant depuis quelques années, sur la perte sèche de pouvoir d'achat. Ça, il y a vraiment une OK. vraie crainte là-dessus. Un sentiment de pas être pris, enfin d'être vraiment pris pour des guignols, voilà, de se dire: «Vous en faites pas, il y a une inflation qui est maîtrisée» et puis bon, dans les faits, tu vois les factures d'électricité, de gaz, qui font, x2 alors qu'on te dit qu'il y a une inflation à 3-4. Tu dis: «Bon, il y a quelque chose qui Et va avant, pas». c'était sur le logement, quoi. Avant, c'était pareil, c'était 2%, mais sauf que les logements, ils coûtaient, 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans, quoi, donc C'est ça. Donc tu dis qu'il y a un moment donné où les calculs sont pas bons et donc voilà, c'était beaucoup là-dessus. Et donc une crainte d'une perte de niveau de vie, une perte de pouvoir d'achat, mmh, une crainte de se dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe si l'âge légal de départ en retraite, j'ai 55 ans?» On m'a toujours dit que l'âge, légal c'était, je sais pas, 59, puis en fait c'est devenu 60, puis 62, puis 64. Donc en fait dans 3 ans peut-être que l'âge il sera fixé à 72. Et donc de ce truc de: «Punaise, j'avance, j'avance, j'avance». Et donc souvent, la question c'est de se dire: «Alors comment j'arrive à, mmh, à à construire un modèle dans lequel je cherche pas forcément à partir de mon travail plus tôt?» parce qu'il y a des personnes qui adorent leur travail et enfin c'est OK, mmh, hein, je veux dire, le truc c'est pas forcément de monter un business, devenir multimillionnaire, mais de se dire: «Comment j'arrive à me sécuriser un niveau de rente régulier dans un horizon de temps précis?» Donc pour la plupart des gens avec lesquels je travaille, moi c'est des personnes qui sont, déjà un peu avancées dans leur carrière, donc on est souvent sur des horizons entre, 5 et 10 ans. Et il y en a beaucoup, c'est un horizon 6 mois, tu vois? C'est des personnes qui sont retraitées et qui se disent: «J'ai 250 000 € cash sur une assurance vie, ça me génère, 3 000 € par an. Comment je fais pour que ça me génère plutôt entre 15 et 20?» Bon, voilà, et ça du coup, bah, il y a beaucoup ce sujet-là. C'est vraiment, heu enfin moi je considère qu'il y a vraiment 2 phases dans la vie d'un investisseur. Il y a la phase de croissance du patrimoine, donc là tu réinvestis tes gains et tu as des revenus, d'autres sources de revenus qui te permettent d'alimenter ton niveau de vie mmh. et du coup, tu fais grossir la boule de neige. Donc ça, c'est vraiment la période de croissance, où tu es dans ta période voilà, de développement agressive. Quand tu es Et la jeune, phase tu as de l'énergie, tu travailles beaucoup, tu prends des risques, voilà. c'est ça, exact. Tu cumules 2 jobs, tu fais des heures sup, tu prends un business side, tu vois? Je sais pas, tu fais Mmh, de l'affiliation, de la vente, tu fais de l'IMO, tu vois, par exemple. mmh, Hem, voilà, tu fais grossir la boule de neige et puis tu as la phase de rente. Et donc là, phase de rente, finalement, une personne qui est tu vois, les personnes qui viennent me voir qui ont 60, 62, 65, qui ont le patrimoine, qui savent juste pas comment le rentabiliser. Voilà, ça souvent c'est ça, c'est comment on mmh, crée des rentes régulières, quoi. yes. Le Et après, c'est gros des sujet. compétences. Je pense que tu peux confirmer, mais en gros, il y a plusieurs compétences avec l'argent et si tu es bon dans une, tu pas forcément bonne dans l'autre. Par exemple, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais pas savoir l'investir ou pas savoir le conserver
ou alors tu sais ne très peu dépenser, mais tu sais pas gagner plus, ou tu sais avoir investi à un moment, tu as vendu, et puis après tu sais plus quoi en faire. Tu es peut-être bon en immobilier, mais après avec le cash, tu sais pas exactement quoi faire. C'est vrai que absolument. c'est à chaque fois des compétences Tout ok, à fait. qui sont Ah bah différentes. ouais, c'est tellement complet en plus, tu vois. Enfin, je veux dire, la personne qui est très bonne en immobilier, enfin après d'ailleurs, c'est autre chose de savoir sur quelle crypto rentrer, quelle zone d'entrée choisir. Pareil sur Mmh. les actions, est-ce que tu vas plutôt choisir du small caps, du large caps? Est-ce que tu rentres dans une stratégie dividende? Est-ce que tu rentres dans une stratégie d'essai à long terme? Quand est-ce que tu arbitres d'une classe d'actifs à une autre? C'est vrai que c'est compliqué. Et, et pour le coup, nous on bosse en architecture ouverte justement, tu vois, avec différents experts dans chaque industrie. Tu vois, des personnes qui sont vraiment spé sur la partie expertise comptable, juridique, IMO, financier. Et voilà, parce que tu peux pas tout seul, c'est bien au début, mais c'est super. Après, passer un certain niveau, Voilà, tu peux pas être bon partout, et surtout si tu très bon, mettons tu médecin, je sais pas, neurochirurgien, tu gagnes très bien ta vie, bah, tu autre chose à faire que enfin, vaut peut-être mieux te former sur, le cerveau oui, que sur, que ah sur ouais, la fiscalité immobilière, quoi. ah oui, Donc puis, c'est même plus rentable, hein, d'un point de vue ouais, arbitrage du temps. Tu vois, yes. si 1 mois de ton travail, ça te rapporte 10 000 12 000 ou même 5 6 000. Bon, au lieu de te mettre, 1 an à l'arrêt pour apprendre une autre compétence, bah et tu perds 60 000 € sur une année de salaire, Mmh. bon, bah, si tu payes quelqu'un, pour, te sourcer un bien immo, pour te gérer des fonds, si c'est bien fait, c'est censé être rentable. Voilà. Yes. OK, tu peux nous raconter peut-être, donc les 2 points que je voulais encore voir avec toi. Ben, on peut passer, on fera le deal marchand de biens à la fin. Du coup, les crédits lombards avance, sur achat ou avance sur titre, comment ça fonctionne? C'est pour qui? Est-ce qu'il faut avoir, est-ce que, donc c'est, sur la partie produits financiers, donc les enfin Oui, les actions en tout cas, hein, enfin moi je connais. oui. Hem, est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut que tes actions, elles soient, chez un courtier spécifique, ou c'est vous qui les gérez? Ou voilà, comment ça se passe? Explique-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mmh. Alors l'avance sur rachat effectivement du coup c'est, ou l'avance sur titre, hein, c'est la même chose en gros, c'est une avance. C'est la version vraiment alors orientée personne physique, on peut pas le faire en société, c'est qu'en nom propre, du crédit lombard. Le crédit lombard en fonction des partenaires, en fonction voilà, souvent ça soit en banque privée, ça nécessite quand même un investissement, un ticket de départ à, au moins en tout cas moi de ce que je vois, après il y a peut-être des personnes qui Mmh. diront que c'est moins et cetera, mais ce que j'ai vu à peu près, c'est quand même, des tickets d'entrée à 600 700 800 000 € pour du crédit lombard. Donc c'est vraiment pas, Pour tout le de monde. l'avance pour le coup, on peut quand même en bénéficier à partir de voilà, avec un contrat d'assurance vie ou même avec un compte titre d'ailleurs. J'ai appris récemment que DEGIRO, par exemple, propose de l'avance. Mmh. À partir de montants, d'ailleurs, tu vois, je peux y accéder à partir de quelques milliers d'euros. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Le fonctionnement, i souvent pour l'imager, l'expliquer à un investisseur, je vais prendre l'exemple de l'hypothèque. Un bien que tu vas hypothéquer, un bien immobilier qui est détenu à 100, il y a plus de crédit dessus, il y a plus d'emprunt, donc on le détient à 100. On va l'hypothéquer pour, donc le mettre en nantissement, en garantie auprès d'un organisme pour avoir une facilité de crédit. Là, du coup, auprès d'un organisme financier, on va faire exactement la même chose. À la différence que un bien immobilier, c'est très illiquide, hein, tu vois? Ça va mettre, 4, 5, 6 mois pour se revendre. Du capital financier sur des actions en bourse, c'est très liquide. Donc le partenaire avec qui tu le fais préfère largement faire, du coup, une hypothèque sur un capital financier qu'une hypothèque sur un bien immobilier. Donc les taux de collatéral vont être plus intéressants. C'est-à-dire que sur une avance, généralement, on va pouvoir te prêter jusqu'à 60 du capital que tu détiens. Donc, mettons que tu as un placement où tu as 50 000 €, tu peux faire une avance de 10 hein, du capital. Tu es pas obligé de monter jusqu'à 60. Mais tu peux demander du coup jusqu'à 60 du capital détenu dans, le placement. Heu, Ça, c'est vraiment le taux, quand tu es sur marché action. Quand tu es sur du fonds euro, tu peux monter jusqu'à 80-90, mais personnellement, je trouve que ça a pas un gros Parce intérêt. qu'en fait, les intérêts que tu vas payer sur l'emprunt, Oui, et ben, ils vont être c'est pas supérieurs à ce rentable. que le fonds euro il va te Voilà. rembourse. Voilà. L'idée, Oui, c'est quand même que le collatéral, il te rapporte plus
que Ouais, le coût de l'emprunt. Ouais. Effectivement, chez tout à De fait. Giro, moi, c'est un de mes brokers. Tu peux. Alors après, il y a des catégories de risques selon les titres, c'est ça, mais Oui, ils peuvent te prêter une partie. La différence peut-être qu'on peut dire avec l'immobilier, c'est que vu que les cours ils changent super vite, eh ben tu peux être. Pourquoi est-ce qu'on ne prête que 60 et pas 100%? C'est que si le marché il baisse, et on l'a connu en oui, mars 2020, hein, eh oui, ben il y a un moment en fait, faut jamais que ta dette envers la banque, elle soit supérieure au collatéral, quoi. c'est Donc c'est ça. un peu là. Mais souvent, ils prennent même une marge de sécurité, tu vois, s'ils te prêtent 60%, ils vont considérer que si ton placement, il passe de 100 à 80, déjà, ils vont te faire une sonnette d'alarme. Ils vont t'envoyer un courrier, ils vont dire, Mm. voilà, il faut réapprovisionner le compte pour Ça s'appelle rééquilibrer les il y ratios. a, il y a un film Margin Call, ça s'appelle un appel de marge. Oui, En fait, bah c'est ça. exactement. Ouais. Et Ouais. à la seconde où le palier il est déplacé, enfin pardon, il est dépassé, on a un appel de marge qui est déclenché. En gros, il liquide toutes tes positions et il se rembourse. Donc en fait, pour l'organisme financier qui te prête, la prise de risque, elle est à zéro, hein. Elle est Mm. littéralement à zéro. Et donc, généralement, les taux auxquels on va te prêter, donc c'est soit le taux moyen des emprunts d'État, soit l'Euribor 3 mois, tu vois. Euribor 3 mois plus marge. Donc, les marges, elles vont varier entre 1,50 et 2%. Aujourd'hui, chez Swiss Life, donc il y a un partenaire avec lequel je travaille, on est sur du 4,06% sur l'avance, les taux d'avance. Chez De Giro, je sais pas combien on est, mais C'est un peu plus élevé, hein, c'est de l'ordre de 5%, je pense. Enfin, ils ont deux systèmes. Il y en a un, c'est allocation. Tu dois vraiment bloquer, enfin, entre guillemets. Tu vas dire, OK, je vais emprunter, admettons, 10 000. Et l'autre, c'est d'un coup, tu te mets en négatif comme si tu étais à Mmh, découvert. Et là, du OK, coup, c'est un et demi de plus en général. Donc, en gros, c'est. OK, Et si tu mets à location 10 000, même si t'as pas tiré 10 000, tu payes les intérêts sur les 10 000. Donc, OK. c'est ça le système un peu, ouais. D'accord, OK. OK, voilà. Donc, Donc ça, ouais, il y a quand même, c'est vrai que 4%, c'est pas mal. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit bien dans l'immobilier, c'est comme c'est long de lever de l'argent, quoi. Parce qu'ils vont regarder tes revenus, ils vont regarder. En fait, ce système, il existe aussi dans la crypto. Et dans la crypto, t'as jamais vu la personne qui prête ou qui emprunte. Et en fait, c'est vraiment ta garantie, c'est tes fonds. Et peu importe, à la limite, que même t'es malade ou t'es au RSA, ça va rien changer, en théorie, en tout exact. cas, c'est ça, tu peux avoir l'argent, et ça, tu peux le confirmer, je pense que tu peux l'avoir rapidement. Combien de temps ça prend à peu près? Le dossier d'avance, ça va être traité sous 10 jours, 2 semaines à peu près. Donc tu vois, Ok. et tu pas de et c'est pareil d'ailleurs sur du lombard, tu n'as pas de, tu vois, d'assurance emprunteur, tu pas de délai, donc c'est vrai que c'est bien. Heu, Notamment pour des marchands, d'ailleurs pour des marchands c'est top, tu vois? Mais après même Mhm. pour un investissement, c'est pas mal parce que sur l'avance, tu es généralement sur des durées qui vont de 3 ans, renouvelables 2 fois. Ça peut faire 3, 6, 9, Mhm. sans intérêt. C'est que du in fine. Donc ça, c'est intéressant aussi, voilà. Maintenant, il faut être à l'aise avec le fait que ça reste de la dette, on emprunte, c'est du collatéral, donc voilà. Ton capital travail, le fruit de l'avance travaille aussi, mais il faut toujours garder en tête que voilà, si tu fais un calcul en raisonnement économique en disant: «Je fais un coût Mhm. d'opportunité, je dois surperformer le coût de l'emprunt», Bien et sûr. si voilà, si tu fais ça pour faire un achat coup de cœur sur une résidence principale, ah, ça peut être, dangereux Mhm. parce qu'elle te rapporte pas d'argent ou autre, ben, Ouais. tu acheté ta tranquillité pendant 3, 6, 9 ans, mais au bout d'un moment, il faut rembourser quand même l'emprunt. Yes. Ok. Et là où chez De Giro, moi, je trouve que c'est pas très intéressant, c'est, après, ça dépend de votre fiscalité, mais c'est que les intérêts sont difficilement, si t'es pas en société, ce qui est mon cas pour mes placements là-bas, et ben en fait les intérêts tu peux pas les déduire. Du coup, là où dans une société, c'est vrai que ça change tout parce que quand tu es fiscalisé sur les gains et que sur les intérêts de l'avance sur titre, tu peux pas les déduire, et Oui. ben c'est vrai que c'est pas trop intéressant. Mais ouais, c'est vrai que dans un projet de marchand ou si tu sais que tu as un bien, même tu peux avoir un bien sous compromis, hein, et puis en fait tu as besoin des fonds. euh, Ok. Et du coup, Complètement. ouais, sur le marchand, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Ok. Trop, très intéressant. Ok. Et ce genre, tu peux l'arrêter quand tu veux. À l'inverse, tu vois, tu parles de 3, 6, 9. Est-ce que, par exemple, tes marchands, euh, t'as revendu le bien au bout de un an? Oui. Est-ce que tu continues à payer? Voilà, comment ça fonctionne un peu? Ouais, non, t'as pas de pénalité de remboursement anticipé. En fait, même la compagnie d'assurance, alors
D'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, hein, tu vois, on en parlait un petit peu justement, les banques, si ça fait faillite, et cetera. Les banques, elles ont quand même des ratios de solvabilité qui sont assez faibles, bon, dû au fait qu'elles prêtent énormément, hein, c'est normal, hein, il y a pas C'est le de business. voilà, c'est ça, c'est normal. Malgré tout, elles ont un ratio de solvabilité quand même assez bas, tu vois, généralement on est entre 15 et 25%. Et pour les compagnies d'assurance, sont sur des ratios nettement plus élevés, parce que déjà elles prêtent au maximum jusqu'à 60% du capital qu'elles ont dans un contrat. Et plus tôt tu les rembourses, mieux ça leur va. Et du coup, non, tu n'as pas de pénalité de remboursement anticipé. Donc, alors moi, tu vois, j'ai fait des placements des fois pour des investisseurs sur 6 mois, quoi. Puis après, on a remboursé. Hmm. On avait besoin du Ok. cash à court terme, mais après, on a remboursé. Et est-ce que tu peux, je pose un peu toutes les questions qui me viennent, hein, mais est-ce que Oui. tu peux mettre en garantie, par exemple, un portefeuille pour du Lombard et avoir le crédit Lombard sur une société? Tu vois, est-ce que ça peut être deux personnes ou pas forcément Euh, physique, enfin une personne morale et une personne physique ou deux personnes morales? Tu vois, est-ce que ça euh, c'est possible? Si tu détiens, par exemple, un capital en personne physique et que tu veux t'en servir comme nantissement pour ta Voilà, pour personne du morale, marchand. Ouais, voilà. parce que, alors, en gros, tu peux faire du Lombard personne morale. Ça, y a pas de souci. Ouais. Si tu as les fonds sur ta structure, personne morale, ça y a pas de sujet. Alors souvent, il y a quand même un dossier qui est demandé côté banque Mm. privée, hein, où ils vont te dire: «Voilà, il nous faut, les statuts, la ventilation du patrimoine, et cetera». Mais quand même une étude au préalable qui est faite, et tu peux tout à fait faire du Lombard en personne morale. Voilà, ça, il y a pas de sujet. Parce que tu peux pas faire d'avance personne Mm. morale. Tu es obligé de passer sur du Lombard, donc c'est un ticket Ok. d'entrée qui est différent. Hem, mais oui, tu peux. Ça, tu peux. Ok. Donc Ok, trop bien. Et du coup, le dernier point que vous faites, c'est du coup vous financez du marchand de biens. Tu peux nous oui, raconter un petit peu qu'est-ce que vous faites, c'est quoi comme opération, qui les source, combien ça rapporte, quelle garantie vous avez? ouais, complètement. Cool. Alors nous sur, la partie marchand, donc effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, du coup, quand tu posais la question sur les crédits in fine, donc souvent nous on arrive en prêteur de fonds, en tant qu'investisseur. Donc, hem, le constat, il est assez simple. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on le voit, le la niche marchand, elle se développe de plus en plus. Un peu une classe d'actifs qui est un peu à la mode en ce moment, parce qu'on a eu des taux d'intérêt qui ont augmenté, parce que on a un marché immobilier, bah, forcément qui demande, aux investisseurs d'être plus techniques pour faire des bonnes opérations. Parce que je pense qu'il y a toujours d'excellentes opérations, c'est juste qu'il faut être plus technique, être bien accompagné ou bien se former. Mais effectivement, le marchand de biens, c'est une classe d'actifs qui a bien le vent en poupe. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne, donc du coup, on va financer des porteurs de projets 100, alors en tout cas, sur certains projets, 100 en fonds privés. Donc on n'a pas d'intermédiaire bancaire qui intervient dans l'équation. Pour financer un projet d'achat-revente. Alors pourquoi on fait ça? Parce que côté marchand, le fait d'être 100 fonds propres, donc fonds privés, hem, ça lui donne déjà la garantie d'avoir les fonds, le capital, Mmh. donc il peut réaliser des offres d'achat sans conditions suspensives. OK. Et ça, au début, moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à cerner au tout début, justement, quand on me parlait de ça, de faire du marchand en fonds propres. Je me disais: «Punaise, mais enfin, c'est pas rentable, tu payes ton argent à 10, 11, 12% Mmh. par an pour rembourser un investisseur». Mais en fait, derrière, si ça te permet d'acheter un bien à moins 30 par rapport au prix du marché, Mmh. si tu as revendu en moins d'un an, c'est top. Mmh. Donc tu payes ton argent plus cher, mais en même temps, le fait de payer ton argent plus cher te donne des garanties de l'avoir qui peuvent te permettre, en fait, de gagner fois 2 fois 3 ce que tu l'as payé. Mmh. Donc et ça, d'ailleurs, je le vois, hein, dans des zones, premium, parfois, tu Tendu. as même pas besoin de faire de travaux. Tu as des marchands que je connais qui font ce qu'ils appellent des opérations d'achat-revente express, où en fait, ils arrivent au bon endroit, au bon moment, avec la liquidité, acheter un bien sous le prix du marché pour le revendre au prix du marché, sans avoir rien fait dedans. Alors dit comme ça a l'air, tout beau, tout simple et magnifique, hein, mais en réalité, c'est énormément de travail de terrain, de réseau, d'agents IMO, de notaires, de contacts, de gens qui disent: «Bah, écoute, là, il y a une OP qui se vend sous le marché. Il y a un mec, qui est endetté avec sa boîte, il lui faut absolument de la liquidité». Il a pas le choix que de trouver quelqu'un qui est sûr d'avoir l'argent. Mmh. Donc entre celui qui va lui faire une offre à moins 30 sans condition suspensive et celui qui va lui faire une offre au prix, mais en lui disant: «Bah, écoute, je mets une condition suspensive d'obtention de prêt, et puis, ben, je vais faire mes recherches, ma due diligence et cetera». Bah, parfois, on peut avoir des gens qui préfèrent brader un peu, mais être sûr d'avoir le financement en face. Et donc nous, c'est
voilà, on va financer des marchands parce que le fait de se financer en fonds privés leur permet d'acheter aussi sans condition suspensive et donc de négocier, des conditions, d'achat quand même très intéressantes. Le fait de ne pas avoir d'intermédiaire bancaire côté investisseur nous permet aussi d'inclure, une hypothèque premier rang. Quand tu as une banque dans le lot, la banque ne prêtera jamais si elle est hypothèque second rang. Ce sera hypothèque premier rang, non négociable. Donc si tu as pas de banque, le premier rang, au niveau de l'hypothèque, c'est le prêteur. Donc c'est nous, les investisseurs, les créanciers. Donc ça, on sait que si, le projet se passe pas très bien, on saisit le bien, on peut le revendre. Maintenant, quand tu saisis le bien et que tu le revends, se pose la question de: «Bon, bah, le bien vaut combien et moi j'ai levé combien de Mmh. dettes en face?» Parce que si j'ai un bien, qui vaut, 1 000 000 mais moi que j'ai levé, 3 000 000 que j'ai prêté au marchand, au final, je suis pas trop bien. Maintenant si, et donc moi d'ailleurs le ratio par rapport à ça, c'est un ratio donc LTV, loan to value à 70 maximum qu'on prend. C'est de se dire: la valeur de la dette levée ne dépasse pas 70 de la valeur finale du bien. Donc après ça dépend aussi en fonction de l'apport du marchand, mais si j'achète un bien 1 000 000, enfin en tout cas si j'estime que je peux revendre un bien après travaux 1 000 000, que je l'ai acheté, mettons à 600 000 et que j'ai 100 000 € de travaux dedans pour le revendre 1 000 000, je peux faire ma levée à 700 K fonds privés. Et après bon, on joue aussi avec l'apport du marchand. Mais en tout cas, on prendra Mmh. jamais plus de 70 de la valeur finale du bien qu'on attend, en dette, pour avoir une hypothèque de premier rang qui signifie quand même quelque Mmh. chose. Donc voilà, ça du coup, c'est les ratios de sécurité qu'on prend. On va pouvoir également s'attacher à enfin, regarder la pré-commercialisation d'une opération, ce qui est vraiment le qui peut être le nerf de la guerre, en tout cas, dans une opération marchand de biens. Tu peux revendre au-dessus du prix de marché et avoir fait un achat qui est, dégueulasse. Si tu as une pré-commercialisation, donc un mec qui est prêt à t'acheter au-dessus du prix de marché dans des conditions, pas terribles pour lui, bah, ça fait foi en soi. Donc Mmh. voilà, bon après moi, je vais quand même financer des opérations sur lesquelles on achète bien, sous le prix du marché et ou en revendant pile au prix, on est déjà largement dans nos coûts. Mais pour imager le principe de la pré-commercialisation, c'est ce qui fait foi, hein, c'est à quel point je suis capable de revendre mon bien, quel point il est Mmh. liquide, parce que j'ai des acheteurs intéressés. Et parfois, donc là, tu vois, récemment, on a financé, la transformation d'un hôtel à Toulon en immeuble d'habitation. Donc c'était un hôtel de 16 chambres. Il y avait une DP qui avait été déposée à la mairie fin 2024 pour, justement, faire un changement d'usage, dans le bien, donc passer d'un usage, du coup, hôtelier à un usage d'habitation. Donc l'accord enfin, ça avait été accepté par la ville de Toulon. Donc on avait une transformation des 16 chambres en 16 studios. C'était des travaux, pas énormes, hein, tu vois? En soi, c'était vraiment, acter le changement d'usage et transformer les 16 chambres en 16 studios. Sur cette opération-là, on avait un apport de 800 000, donc en fonds privés. Les travaux s'élevaient, je crois que c'était à quelque chose comme 200 000 € qui étaient apportés en 100 f de la poche du marchand. Donc on avait une acquisition totale à 1 000 000, 800 000 € de dette, 200 000 € d'apport du marchand et un chiffre d'affaires projeté sur l'opération à 1,3 million. Donc en soi, on avait un chiffre projeté à 1,3 million pour 800 000 € de dette, donc on était bien dans nos rapports, dans nos ratios. Une pré-commercialisation entamée à 100 16 lots sur 16 sous compromis. En allant creuser un petit peu du coup sur les 16 lots sous compromis, on en avait 10 qui avaient déjà des accords de financement bancaire. Donc c'était quand même des compromis déjà bien avancés Mmh. et une opération sur un horizon 3-5 mois. Donc tu vois, on avait déjà bouclé hypothèque premier rang. On avait mis une caution personnelle d'ailleurs sur le porteur de projet qui avait un patrimoine net à 500 000 €. Un bien qui valait post-travaux 1,3 million pour 800 000 € de dette et une pré-commercialisation entamée à 100 Donc, par rapport à ça, dans ces conditions-là, nous, on peut rémunérer entre 10,5 jusqu'à, fonction des projets, jusqu'à 15 mais 15 c'est les projets dans lesquels on ne bétonne pas autant. Mais généralement, les projets où Mmh. tu bétonnes avec garantie hypothécaire premier rang, caution personnelle, garantie à première demande, ordre de paiement notarié, enfin ordre irrévocable de paiement notarié, généralement, tu vas pouvoir assumer une renta entre 10,5 et 11 annuel brut. Donc, minoré après flat tax, si tu es en personne physique ou moins, IS, si tu es en personne morale. Hem, voilà, ça fait quand même un rendement qui est bien et surtout c'est du rendement fixe et encore une fois, tu vois, je reviens là-dessus, là, dans les marchés qu'on a actuellement, je trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir, se permettre d'avoir du rendement fixe. Surtout pour la typologie de personnes à qui je m'adresse, pour qui le but c'est de créer des rentes. Tu vois? C'est pas de Mmh. se dire, «Je me forme au trading, et je vais, surfer sur la volatilité», tu vois? Mmh. Hem, mais les marchés actuels pour un trader formé sont stratosphériques, hein, c'est incroyable, hein. Trader, compétent se régale actuellement. Mmh. Mais en tout cas, voilà, sur la partie marchand, le but c'est d'avoir du rendement fixe
en bétonnant le plus possible les garanties La qu'on peut avoir garantie. possible. Yes. Voilà. Parce Et qu'en fait, peut-être pour les gens qui comprennent pas, ce que ça apporte, c'est que il y a notamment sur les plateformes de crowdfunding, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des personnes qui vont financer que, en gros, l'apport du marchand. Et du coup, il y a une banque ensuite qui va venir donner un emprunt parce que les banques, quand en marchand, elles prêtent pas 100%. Et du coup, en fait, vous, ce que vous avez prêté, c'est juste c'est 100% du risque. Quasiment. Ça va être les 30% que toi, tu prêtes pas. Donc, ça peut être, admettons, un projet à 1 million. La banque, elle demande 300 000 d'apport et il y a des gens, via le crowdfunding, ils vont lever ces 300 000. La banque, elle va prêter 700 000, mais elle va prendre une hypothèque de premier rang. Et donc, si ça se passe mal, en gros, toi, avec tes 300 000, tu as l'impression que c'est sûr parce que c'est de l'immobilier et tout. Mais en fait, tu es vraiment dans la catégorie où tu es payé en deuxième. oui, Et du coup, le risque, il est bien plus important. Donc, c'est vraiment une question à se poser, je pense, quand on finance ce genre d'OP, c'est est-ce que je prête juste l'équivalent de l'apport du marchand ou est-ce que, en fait, parce que ça va beaucoup plus diluer le risque? c'est ça. Et en fait, si tu veux prendre plus, tu vois, par exemple, j'ai un partenaire qui rémunère jusqu'à 15% par an. Mais le deal, il est clair, c'est qu'eux, ils vont pas mettre de garantie. Et en plus, c'est pour leur projet à eux. Tu vois, c'est pas pour des projets Ouais. d'autres marchands de biens. C'est pour leur projet à eux. Donc, il y a quand même un aspect, entre guillemets, biaisé, mais dans le bon sens. Enfin, tu vois, après, les mecs sont compétents, donc il y a pas forcément de sujet, mais pitchent leurs propres opérations. Mais Mhm. le deal, il est quand même clair, c'est, voilà, nous, on va pas mettre forcément d'hypothèque premier rang, on mettra pas toujours d'apport. Par contre, on vous délivre du 15 points. Mais tu vois, du coup, c'est bien de pouvoir apporter du deal bétonné, où tu sais que tu vas prendre entre 10 et demi et 11, du deal peut-être un peu moins sécurisé, mais si tu sais que l'équipe est compétente, tu es prêt à prendre ce risque. Et après, l'étape d'après, si tu veux prendre plus de risques, c'est de dire, OK, bah là, cette fois-ci, je m'associe avec un marchand. Je rentre à l'equity du projet, je rentre à l'actionnariat. Je partage non plus un rendement fixe. Cette fois-ci, je partage une marge. Si la Ok. marge est très bonne, tant mieux. Si la marge est mauvaise, bah, voilà, je mange moins, quoi. Je mange pas beaucoup. Et, Ok. voilà, ça c'est mais on peut potentiellement, avoir beaucoup plus de renta. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était bah, un exemple concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, un exemple un peu chiffré de ce qu'il est possible de faire quand on est, quand on fait appel à tes services, tout simplement. OK, tu veux que je te donne un exemple d'un investisseur ou d'un projet? Investisseur plutôt? D'un investisseur, ouais. Plutôt projet, du coup, tu as OK, dit, tu as donné le projet de Toulon. Je pense que ça donne une bonne idée. Ouais, si tu ouais, peux nous donner ouais, un investisseur, bah, si possible, ouais, un exemple réel sans donner les noms, ni l'adresse, ni l'IBAN. exact, c'est ça, on va préserver l'anonymat, bon à la rigueur je peux donner un prénom, tu vois? Je pense Hein? à une personne donc là que j'ai commencé à accompagner il y a quelque temps, qui s'appelle, Patrick. En tous les cas, il y en a beaucoup des Patrick donc ça normalement Yes. ça devrait aller pour lui. Donc c'est une personne qui a perçu, donc pour le coup une somme d'argent suite à une transmission, donc un héritage. Et donc, cette personne-là a des revenus, donc avait des revenus quand même, assez faibles. Et donc, le sujet, bah, voilà, comme je te disais, on était là dans un sujet de dire: «OK, on veut générer des rentes à court terme». Parce qu'on a un capital et on a des revenus, qui sont, pas, suffisamment élevés à date. Et donc c'est une personne, ça a pris quelques mois le temps de mettre de l'inertie, tu vois, dans les investissements puisque on n'est pas rentré forcément, all-in 100% sur un deal marchand. Mmh. On a sélectionné, plusieurs opérations marchands de biens. On a fait, un produit structuré, pour l'instant. On est en attente avec un autre ticket dessus. Donc là, pour te faire un topo, donc j'ai mis en gros avec lui, donc on a mis 100 000 € sur, différents projets marchands de biens qui rémunèrent en in fine. Donc d'ailleurs, on a mis un ticket sur le projet Toulon, dont je te parlais juste avant. Mmh. On a mis un ticket sur le projet Toulon qui dure 3 à 5 mois, un ticket sur un autre projet qui dure 6 mois et un ticket sur un projet qui dure 9 mois. On a mis un ticket de 50 000 sur un projet marchand de biens à Lyon, que je suis allé, visiter moi-même pour le coup et que j'ai pu, voilà, voir avec le marchand porteur de projet. Et on a mis 50 000 sur, un structuré. Donc là, récemment, j'ai fait l'état des lieux avec lui. On s'est dit: «OK», on a fait un échelonnement, pour voir un petit peu les différentes, zones où, cette personne allait, percevoir du coup des intérêts, des rentes. Et donc, tu vois, on regardait, bon, on se dit: «OK», donc là avec le partenaire avec lequel on a fait le projet à Lyon, c'est une rémunération mensuelle. Donc là, en l'occurrence, ça a été sur du 12% annuel
payer tous les mois. Donc là, le billet de 50 000 donc, va lui rapporter à partir du mois de septembre 500 euros tous les mois. Le billet de 100K, donc, qui a été réparti sur plusieurs opérations, sur les opérations qui rémunèrent in fine. Là, pour le coup, on avait fait un calcul, on s'est dit, OK, donc là, on est rentré sur l'opération à 3 mois, 3 à 5 mois, on est rentré en juin. Donc, on s'est dit, OK, normalement, on devrait percevoir les rentes entre octobre et décembre. Il y a d'autres rentes qu'on devrait percevoir à partir de mars et d'autres à partir de juin. Et puis, le structuré sur lequel on est rentré, donc c'est un structuré depuis lequel on est rentré personne physique avec un contrat d'assurance vie, qui lui va lui payer grosso modo 1 000 euros tous les trimestres. Voilà, donc on a fait un petit peu l'échelonnement, on s'est dit: «OK, donc là, on va percevoir donc 1 000 euros tous les trimestres, 330 euros par mois, donc 500 euros par mois, sur le deal à Lyon, 330 euros par 1 000 euros par trimestre, 330 euros par mois sur, le produit structuré». Donc ça, c'est 800 euros par mois, du coup, sur les 100 000 euros placés. Et puis du coup sur les autres 100 000 euros placés, donc là on est sur du 10% à l'année à peu près, mais enfin 10 et demi, 11, mais qui sont échelonnés sur 3, 6, 9 mois. Donc on va être en moyenne sur du 10 000 euros perçus en rente à l'année. Donc au total sur les 200 000 euros, tu vois, quand on a fait un échelonnement, on s'est dit ok, donc là on va percevoir 1 000 euros au mois d'octobre, 500 euros tous les mois dès le mois de septembre. Et puis à échéance régulière. Donc normalement un premier paiement, qu'il avait mis un ticket de mémoire, c'était un ticket de 30 ou 40 000 sur le projet Toulon, donc ça faisait quelque chose de l'ordre de ramener sur une période de 3 mois. Si le deal exitait au bout de 3 mois, ça faisait en gros 3% de 40 000. Donc je crois que ça devait nous faire un 1 200. Tu vois, 1 200 plus le produit structuré, plus les 500 euros par mois, plus les autres échéances, plus le réinvestissement du coup du capital remboursé sur le projet de Toulon. Mais en gros, en moyenne, voilà, sur ce capital-là, là aujourd'hui, on a tout placé, les 204, ça nous a pris 4 mois. 4 Mmh. maintenant un peu plus, je crois 4 ou 5 mois de placer les 200 000 euros. Mais voilà, là, aujourd'hui, on sait qu'on est, en lice pour lui générer à peu près 20 000 euros par an, quoi. Donc OK. ouais, donc en moyenne, en gros, ce qu'il faut qu'on puisse viser, tu vois, c'est du 10% à l'année pour un investisseur. Et voilà, c'est vrai que, tu vois, j'ai pour coutume de dire qu'effectivement, c'est rentable à partir du moment où je peux avoir un capital, un patrimoine, en tout cas, à 250 000 euros net pour que ce soit rentable de travailler ensemble. Mmh. Puisque, voilà, en gros, on va aller chercher à faire de la renta à 10 par an. Donc bon, sachant qu'il y a forcément des honoraires qu'on prend nous, au début d'un accompagnement. Voilà, pour se dire qu'au moins on a un ROI, qui est largement positif dès la première année. Il faut aussi qu'il y ait un montant de capital qui soit, suffisamment important à placer. Ou en tout cas qu'il y ait des enjeux qui justifient, les honoraires. Tu vois? Une transmission, je sais pas, une création de société, la réflexion sur un héritage, où là on arrive à justifier les honoraires. Donc là, voilà, pour cette personne-là, en l'espace de 4 5 mois, on a pu, mettre en place ces investissements. Et là, il va commencer à percevoir ses rentes. Donc tu vois, on a commencé à travailler ensemble en mars-avril, et donc là, ses premières rentes, vont commencer à tomber dès le mois de septembre. Il y a une petite inertie au début parce que faut Ouais, faut s'approprier le lancer, c'est profil de comme dans risque. l'IMO, c'est comme, partout, hein. Ouais, et tu vois, OK. on va pas rentrer sur n'importe quel projet comme ça. Il y a aussi une petite Mais période d'adaptation, que l'investisseur apprenne à faire confiance. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple pour une personne qui a reçu cet héritage-là. Et puis tu en as d'autres, tu vois, des personnes qui sont actuellement, tu vois, moi, j'ai un investisseur là qui a sa boîte. Là, on se teste ensemble en pourcentage sur une somme de 100 000 euros. Et lui, il a pour vocation de revendre sa boîte. Il me dit: «Voilà, bah, si je vois que tu arrives à générer X je peux l'appliquer sur un montant plus gros, et voilà, et je te confie la somme quand je revends ma boîte». Et en moyenne, bah, ce qu'on va, obtenir, voilà, sur ces placements-là, donc structurés, marchand de biens in fine ou mensuels, l'objectif pour moi, en tout cas, c'est de viser dans les 10% annuels pour un investisseur. Voilà, donc après, voilà, même quelqu'un qui a 50 000 60 000 € à placer, bah, tu sais que ça peut faire du 5 000 6 000, donc environ du 500 euros par mois en complément de revenu. Ah, ça commence comme ça aussi, hein, donc après c'est voilà, malgré tout, ça représente quand même une somme, c'est un loyer, hein, quelque part. Donc si mmh, on peut avoir d'un côté le levier IMO qui crée de la valo à long terme avec des loyers qu'on perçoit, et de l'autre le capital financier qu'on fait travailler pour générer des rentes qui peuvent ensuite servir d'apport pour faire encore plus d'IMO, bah là, en gros, là, tu as résumé ma thèse d'investissement. C'est mmh, ma capacité d'épargne mensuelle que je mets en bourse, mon capital financier que je vais mettre sur du placement à rendement fixe, ma capacité d'emprunt que je vais mettre dans l'immobilier. Et là, moi, c'est ma thèse d'invest, c'est ce que je fais avec tous les investisseurs que j'accompagne. Si on est sur des horizons de placement très court terme, bah, on va surtout prendre le capital à l'instant T pour mmh. générer des rentes. Si on est sur quelqu'un qui est en phase de croissance,
L'objectif, c'est de pouvoir servir et se piocher dans les différents, leviers, tu vois? L'épargne mensuelle, le capital et la capacité d'emprunt. Le Mmh. but, c'est d'aller maximiser chacun des 3. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. J'ai fait le calcul, bah, sur un bien là que c'est un gros bien que j'ai acheté. J'ai mis 100 000 € d'apport. Bon, c'était un gros projet quand même et en fait, j'ai regardé, heu, donc c'est un emprunt qui est assez long, hein, plus que sur 20 ans et en fait, si tu regardes combien, enfin, si tu compares, tu te dis à la fin, il sera payé alors avec une valeur X, qu'on sait pas, donc le projet en tout c'était 700 sur 700 000. Donc moi j'ai mis 100 000 et si tu regardes, tu te dis: «OK, dans 20 ans les 700 ils seront payés». Alors peut-être ça vaudra 1 000 000, 1 2 000 000, j'en sais rien, peut-être 2 millions, peut-être, 500 000 et que tu compares, si juste ces 100 000 tu les avais mis parce que en fait il y avait des frais de notaire et tout. Donc si tu mettais juste ces 100 000 en bourse sur 20 ans et ben globalement tu retombes à peu près sur les mêmes montants, de bah, des faits vu qu'on dit que à peu Oui, près tous les 7 ans l'investissement, ça double, tu vois? Donc au bout de 7 ans, tu as 200, 7 ans plus tard à 14 ans, tu as 400 et bah, au bout de 21 ans, tu as 800 à peu près, tu vois? Si on est dans les mmh, ordres mmh. Ouais, de grandeur. Donc en fait, rien que l'apport et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les 2 parce que d'un côté tu as l'IMO, voilà, où tu pars en gros d'une grosse somme et puis à la fin, bah, cette somme elle est à toi alors qu'au début c'est pas ton argent. Mais juste l'apport, là voilà, j'ai dû mettre normalement je mets 10 là c'était un tout petit peu plus et bah, tu vois que, à long terme, donc si tu as le temps, c'est assez impressionnant de voir et du coup, pas de travaux. Alors bien sûr, tu as la volatilité des marchés, hein, mais pas de travaux, souvent une fiscalité qui est meilleure, pas de taxes foncières, pas ouais, d'agent IMO, le jour où tu revends, si tu crois que c'est cher, les frais de courtage, sur sur 2 giros à 3 € l'ordre, ouais. va vendre un bien immobilier, Ah, c'est heu, ouais, ouais, clairement, tu verras que c'est pas les clairement. mêmes tarifs. OK, Ouais, c'est ça. heu, Mais après, c'est pour ça vas-y. en France, malgré tout, l'accès au crédit, c'est un très beau, levier d'enrichissement et c'est vrai que du coup, Mmh. bah, c'est ce qui est super bien, c'est de pouvoir, tu vois, travailler avec, bah, des gens comme toi, comme Michel, pour dire: «OK, je mets à profit du mieux possible mon emprunt bancaire, ma capacité d'emprunt bancaire» et ensuite se dire: «Voilà, je vais pas mon apport, je vais faire par exemple de l'avance, je vais faire du lombard, je préserve à tout prix mon capital et après je le maximise» et il y a vraiment ce raisonnement au coût d'opportunité. Mais effectivement, la thèse d'investissement donc qu'on a en tout cas avec les leverage, c'est de se dire: «Bah, de toute façon leverage c'est levier, hein, effet de levier». C'est vraiment C'est le nom, c'est écrit maximiser dans le nom. voilà, c'est ça, tu vois? C'est Hein. maximiser les leviers de création de richesse. Donc l'épargne mensuelle, constituer une base d'apport, faire de l'avance, du lombard, faire des apports immobiliers, maximiser la capacité d'emprunt IMO et faire travailler ce collatéral et effectivement là, dans cette manière-là, tu es optimisé pour développer le patrimoine, quoi. OK, trop bien. Bah, écoute, franchement, on a fait, pas mal de sujets que j'avais jamais abordés donc merci. Puis donc nous, on avait déjà fait en fait enfin, c'est Michel qui avait fait un épisode de podcast privé avec toi, c'est comme ça qu'on s'est Ouais. connus. Si on veut te contacter, comment on fait? Dis-moi. Si alors je peux mettre Je je vais peux mettre un lien mettre dans la un description, bien sûr, oui, 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 mais à la rigueur, je peux mettre un lien de prise d'appel, à la rigueur avec OK. quelqu'un de l'équipe, comme ça au moins on peut voir s'il y a un sujet ou un point sur lequel on peut intervenir pour un investisseur qui vient, de votre part. Tu vois, que ça puisse être sur, très ciblé, sur un besoin ou alors un peu plus global sur de l'accompagnement. Je peux mettre un lien de prise de rendez-vous, pour une prise de contact, ouais, comme ça. OK, on fait comme ça et Je je peux le aussi mettrai en mettre, dessous. si tu veux pour aussi je peux te faire quelques liens vers les ressources dont je te parlais. Enfin, je sais pas si jamais ça peut intéresser Mmh, aussi, les personnes. bien sûr, je ferai ça et du coup, si on veut te contacter sinon, tout simplement, on tape, leverage. Comment est-ce que vous appelez exactement sur internet? Alors leverage gestion privée, on a fait tout notre rebranding récemment, donc en fonction de quand, les personnes, écouteront, cet épisode, je sais pas trop où on en sera, mais en tout cas, normalement le site web devrait être à jour là très rapidement. Mais sinon après juste, Bastien Puccini sur LinkedIn ou enfin voilà, en soi, soit directement prise de rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, c'est la meilleure manière d'avoir des créneaux, très facilement. Puisque là on garde des créneaux ouverts, heu,
quasiment tout le temps. Après, si on n'a pas forcément de place pour l'accompagnement ou autre, on se cale des rendez-vous à échéance 6-8 semaines et voilà, on fait une liste d'attente comme ça. Et sinon, Bastien, Puccini, LinkedIn, je réponds assez rapidement. Enfin voilà, il y a pas de, Yes. y a pas de souci. Mais vraiment, prise d'appel direct, prise de contact avec quelqu'un de l'équipe, ce sera le plus optimisé à mon avis. Et si vous dites que vous venez de ma part, Bastien vous fera une réduction, bien sûr. Absolument. On a vu tout ça. Voilà. Voilà, il y a pas de souci. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, sur tous les Avec sujets, plaisir. ça m'a fait super plaisir. Il y a des podcasts, ils sont tous agréables à enregistrer, mais celui-là fait partie des plus agréables. Donc, j'ai bien aimé, j'ai appris plein de choses et puis j'espère que vous aussi. À très bientôt. Bye bye. Et voilà, fin de l'interview. J'espère que ça aurait été aussi instructif pour vous que ça ne l'a été pour moi. Vraiment, j'ai apprécié, passer ce temps avec Bastien. Si vous voulez prendre contact avec lui, vous avez le lien dans la description. Si vous dites que vous venez de ma part, vous aurez des réductions et plein de ressources, gratuites. Bien sûr, ça ne vous engage à rien de prendre contact avec lui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter mon épisode de la semaine dernière, comment compresser 3 mois de travail en 30 jours. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je serai normalement de retour en Europe si tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et je vous dis à très bientôt.